Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce webinaire Alcatel-Lucent Enterprise. Aujourd'hui, nous allons discuter des technologies SPB et MPLS et voir laquelle correspond le mieux à vos besoins. Je suis Mariaude et je suis votre hôte aujourd'hui pour cette session en ligne d'environ 45 minutes. Avant de débuter la présentation, voici quelques rappels. Le webinaire d'aujourd'hui est enregistré, donc nous nous invitons à vous déconnecter si cela pose un problème. Toutes vos lignes seront en mode silencieux pendant la présentation, mais vous avez la possibilité de partager vos questions par écrit avec nous à tout moment depuis le panneau de contrôle de l'interface dans GoToWebinar. Évidemment, nous prendrons quelques minutes à la fin de la présentation pour y répondre. La présentation aujourd'hui pourra être téléchargée également depuis le panneau de contrôle GoToWebinar dans la section Handout. Aujourd'hui, notre speaker est Benjamin Rougeot, Solution Architect pour les solutions réseau. Bonjour Benjamin. Bonjour Marie-Aude, merci beaucoup pour cette introduction. Sans plus attendre, merci. Sans plus attendre, je te laisse la main. Merci beaucoup, merci Marie-Aude. Donc bonjour et bienvenue pour cette session SPB ou MPLS. Donc que choisir pour votre réseau à service critique. Donc je suis Benjamin Rougeot, je suis Network Solution Architect dans l'équipe architecture donc chez Alcatel-Lucent Enterprise. Et je vais commencer par notre petite introduction. Donc on a choisi d'aborder ce sujet pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous avons vu certains clients adopter MPLS et le regretter par la suite. Donc, ne vous méprenez pas, MPLS est une technologie très efficace qui existe depuis plus de 20 ans, qui est très largement adoptée. Il y a plusieurs raisons à cela, de bonnes raisons. Donc, chez ALE, nous proposons cette technologie actuellement dans le cadre de notre partenariat avec Nokia notamment. Et nous allons également intégrer la prise en charge de MPLS à notre gamme de produits OmniSwitch d'ici la fin de l'année. J'ai donc nullement l'intention, durant ce webinaire-là, de critiquer MPLS, mais MPLS, malgré tous ses atouts, n'est pas nécessairement la meilleure solution à tous les problèmes. Donc mon premier objectif pendant ce webinaire, c'est donc de montrer comment de nombreux cas d'utilisation peuvent nécessiter MPLS selon vous, mais peuvent également être traités par SPB, Shortest Path Bridge. Le deuxième objectif est que nous voyons encore des gens comparer SPB à Spanning Tree ou Trill. Je pense que nous pensons que cette comparaison est dépassée. Ce n'est plus la bonne comparaison à faire. Tout d'abord, avez-vous déjà entendu quelqu'un vanter les mérites de Spanning Tree? On ne pense pas. C'est une question facile pour quiconque a déjà connu un shutdown du réseau à cause d'une tempête de broadcast due à une mauvaise configuration de Spanning Tree. Et si vous connaissez un client qui utilise Trill, eh bien, faites-le nous savoir. Nous n'en connaissons pas. Mais plus important encore, SPB peut faire bien plus que ces deux protocoles. Donc, faire ce genre de comparaison avec Spanning Tree et Trill, c'est vraiment une mauvaise chose à faire actuellement. La bonne comparaison serait plutôt entre SPB et MPLS. Et si vous voulez, vous pouvez rajouter EVPN, IVPN à cette comparaison. Mais le sujet d'IVPN ne sera pas abordé durant ce webinaire. Et le troisième objectif est de vous montrer où SPB excelle. Donc on va pas vous cacher que nous, côté architecture, on aime beaucoup SPB. On a même écrit un guide d'architecture à son sujet. Mais on s'en fiche un peu du fait qu'on aime beaucoup ce protocole ou pas. Aujourd'hui, nous allons voir des faits, donc des informations factuelles et objectives, qui vont vous aider à comprendre pourquoi SPB peut être le bon choix pour votre réseau. Et le choix est le mot-clé ici. Parce que si votre seul outil est un marteau, alors chaque problème va évidemment ressembler à un clou. Je vais couper ma webcam pour la suite, ce sera plus simple. Donc sur ce, voici le programme de cette présentation, de cette session. Je commencerai par vous donner quelques exemples de cas d'utilisation qui peuvent faire appel à MPLS ou SPB et quelles en sont les raisons. Ensuite, je passerai en revue certaines des idées reçues qui sont souvent présentées comme des raisons d'adopter MPLS
et j'expliquerai pourquoi la réalité peut être beaucoup plus nuancée que ces raisons. Après cela, je présenterai une chronologie de certains des jalons technologiques les plus pertinents des 2 dernières décennies en matière de réseau, afin de mettre ces 2 technologies en perspective. Je présenterai également certains des aspects les plus importants de SPB. Et enfin, nous allons conclure par les principaux points à retenir de cette session. Très bien, donc, quels sont les cas d'utilisation et les principales raisons techniques pour lesquelles ces 2 technologies sont utilisées aujourd'hui? Donc, si l'on considère d'abord l'aspect technologique, ces raisons se résument généralement à ce qui suit. La multilocation, le multitenant, c'est-à-dire un réseau qui fournit des services à plusieurs clients ou organisations externes ou internes, ou à des communautés d'utilisateurs isolés, et donc où le trafic de tous ces clients doivent être isolés entre eux. La deuxième raison est la segmentation des différents types de trafic ou des communautés d'utilisateurs pour des raisons de sécurité. Par exemple, la segmentation des dispositifs IoT ou la création de segments logiques différents pour les entrepreneurs, les invités, les services qui sont externalisés à des tiers, etc. L'isolation ne consiste pas seulement à isoler logiquement ces différents clients ou ces trafics, mais aussi à isoler ce trafic du cœur du réseau. D'une manière générale, tout client qui sépare déjà le trafic ou les utilisateurs dans plusieurs VRF, donc Virtual Routing and Forwarding Instances, est un bon candidat pour l'une ou l'autre de ces technologies, car la configuration de plusieurs VRF et de plusieurs instances de routage n'est pas évolutive d'un point de vue de quantité de travail à consacrer. Cela ne veut pas dire qu'avec SPB ou MPLS, vous n'utiliserez plus de VRF, vous le ferez toujours. Mais ces VRF n'existeront que sur les nœuds de bordure et non sur chaque nœud intermédiaire du réseau. C'est la partie technique, mais pour parler des clients ou des cas d'utilisation, quels sont les exemples? Donc nous avons vu des clients dans tous ces secteurs verticaux qui utilisent MPLS. Et nous avons également des clients dans tous ces secteurs qui utilisent SPB. Le premier secteur est clairement celui des opérateurs. Si vous êtes un opérateur, vous cochez clairement toutes les cases de la multilocation. Mais il n'y a pas que les opérateurs qui sont concernés. Il y a aussi l'enseignement supérieur, le gouvernement, les transports, tels que les métros, les services publics, tels que le pétrole et le gaz, ou l'électricité, et les cas d'utilisation de l'IoT dans tous ces secteurs verticaux. Le transport intelligent, les data centers, la vidéosurveillance et les villes intelligentes, les smart cities. Tous ces cas sont des exemples de clients qui ont besoin de multilocation. Il n'y a pas que les opérateurs qui ont besoin de multilocation, de segmentation, d'isolation, de VRF, et qui utilisent actuellement l'une ou l'autre de ces 2 technologies, SPB ou MPLS. Permettez-moi d'illustrer certains de ces concepts. Le premier est la multilocation et la segmentation. Ce sont 2 façons de voir la même fonctionnalité technique. Il s'agit de découper le réseau en plusieurs segments logiquement isolés pour différents clients, externes ou internes, différentes organisations, différentes communautés d'utilisateurs ou différentes applications, services, dispositifs IoT, etc., qui doivent être segmentés et isolés les uns des autres, principalement pour des raisons de sécurité. Les locataires ou segments font référence à des VPN niveau 2, c'est-à-dire bridged, ou niveau 3, c'est-à-dire routé. L'exemple sur la diapositive est un exemple de campus dans lequel le réseau est découpé en un VPN utilisateur, où nous avons nos utilisateurs de l'entreprise, un autre VPN pour le CVC, donc le chauffage, la ventilation, la climatisation, où nous avons des appareils tels que les thermostats et des contrôles de température. Et la gestion de ces appareils peut avoir été externalisée. Et enfin, un autre VPN pour la sécurité d'accès, avec des verrous de porte, par exemple, et des caméras de sécurité, qui peuvent être externalisées à une autre entité encore. MPLS est bien connu pour sa capacité à créer des VPN niveau 2 et niveau 3. Mais ce qui est moins connu, c'est que SPB est aussi parfaitement capable de fournir ce même service. Le premier domaine que nous allons aborder est la multilocation. SPB permet de créer très facilement des VPN niveau 2 et niveau 3.
qui peuvent représenter différents clients, alors externes ou internes, ou comme nous voyons dans cet exemple, différents services. Un pour les utilisateurs finaux, un autre pour les équipements de contrôle d'air, le CVC, et un autre pour les dispositifs de sécurité d'accès. Les services VPN sont fournis en tant que fonctionnalité périphérique, ce qui signifie que la création de services supplémentaires ou la modification de services existants ne nécessite aucune intervention sur les nœuds centraux du réseau. Le trafic VPN passe par le cœur et par conséquent, le cœur est isolé du trafic du client, tout comme il est isolé de toute modification de ces VPN, car les VPN sont créés sur les nœuds de bordure. De plus, la création de ces services VPN ne nécessite pas la gestion d'instances de routage supplémentaires, donc les VRF. Les services VPN apportent une sécurité accrue sans complexité supplémentaire. Alors que les VPN maintiennent l'isolement du trafic client, le deuxième concept est l'isolation du cœur. Que l'on parle de VPN, MPLS ou SPB, ces services VPN sont des plans logiques virtuels différents, séparés du plan physique. Le cœur est isolé du trafic VPN, car le trafic est tunnelisé. Il est également isolé des changements de configuration des services, car les services sont fournis à partir de la périphérie du réseau, et le trafic est simplement tunnelisé à travers le cœur. C'est pourquoi sur le plan bleu clair du trafic utilisateur que l'on peut voir sur ce slide, les nœuds du cœur sont transparents et dessinés en pointillés, car ces services n'ont pas besoin d'être configurés sur les nœuds du cœur, mais uniquement sur les nœuds de bordure. Par exemple, si un pirate tente de découvrir ou d'effectuer un déni de service, un DOS, ou d'autres attaques, son trafic se trouve toujours sur le plan utilisateur, et non sur le plan d'infrastructure. En bref, SPB et MPLS créent tous deux cette isolation du cœur. Le cœur est isolé de toute configuration de service. Par exemple, dans MPLS, les services sont définis sur les Provider Edge Routers ou Label Edge Routers, mais pas sur les Provider Routers ou Label Switch Routers. De même, dans SPB, les services sont définis sur les nœuds Backbone Edge, mais pas sur les nœuds Backbone Core. Cela signifie qu'une fois le réseau déployé, il y a très peu de retouches à apporter aux nœuds centraux. C'est clairement un avantage d'un point de vue opérationnel. Ainsi, le cœur peut se concentrer sur ce qu'il fait de mieux, à savoir acheminer le trafic le plus rapidement possible. Deuxièmement, le cœur du réseau est également protégé du trafic du client, car ce dernier s'exécute sur un plan logiquement distinct. Passons en revue maintenant les arguments les plus courants que les gens invoquent pour justifier le choix de MPLS. Certains d'entre eux sont tout simplement faux, d'autres ne le sont pas, mais ils ne sont que partiellement corrects, où il y a des mises en garde très importantes à savoir, dont nous devons être conscients pour éviter certains pièges courants. La réalité est toujours plus nuancée. La première concerne la QoS, et la légende veut que si vous vous souciez vraiment de la QoS, alors vous devez utiliser MPLS. Quand on parle de QoS, on parle de classification de trafic, de mise en file d'attente, d'ordonnancement, de policing, de shaping. Si vous regardez l'entête MPLS, il n'y a que 3 bits pour la COS, la QoS. Ce sont les 3 bits EXP. Comparez cela à une simple trame Ethernet, le champ COS, cette fois-ci, Class of Service, comporte également exactement 3 bits. Il n'y a donc aucune différence en matière de classification. Ensuite, il y a la mise en file d'attente, l'ordonnancement, le policing et le shaping. La norme MPLS en elle-même ne dit rien de ces mécanismes. Ces capacités dépendent du matériel et peuvent être appliquées à MPLS, Ethernet ou une autre encapsulation comme le Mac in Mac, utilisé par SPB. Ainsi, toute différence dans la classification, la mise en file d'attente, l'ordonnancement, le policing, le shaping, est donnée par le matériel et non pas par le choix du protocole. L'activation de MPLS n'ajoutera pas magiquement plus de files d'attente ou de mécanismes d'ordonnancement ou d'autres paramètres de QoS supplémentaires. Les capacités matérielles d'un gros boîtier de qualité opérateur, tel qu'un routeur de service Nokia, sont évidemment différentes des capacités matérielles d'un boîtier de qualité entreprise, tel qu'un OmniSwitch. Mais ce n'est pas à cause de MPLS, c'est le matériel qui est différent. Alors d'où vient cette légende? Probablement
de l'ingénierie de trafic. Avec l'ingénierie de trafic, nous pouvons manipuler les chemins et réserver la bande passante. Cependant, l'ingénierie de trafic est très complexe et nécessite la mise en place d'un maillage, d'un mesh, de tunnels d'ingénierie de trafic, ce qui est extrêmement difficile à faire manuellement. Il faut un logiciel supplémentaire, un contrôleur pour le faire. Même dans ce cas, ce n'est pas simple. Et pour cette raison, l'ingénierie de trafic est beaucoup moins utilisée que vous ne le pensez dans le monde réel. En effet, il est souvent plus facile et plus rentable d'injecter plus de bandes passantes dans le problème que de procéder à de l'ingénierie de trafic. L'autre argument est que MPLS avec Fast Reroute garantit l'absence d'impact sur le service en cas de défaillance du réseau et que le réseau peut se rétablir très rapidement, le fameux temps de convergence de 50 millisecondes. Eh bien, cela peut être vrai dans certaines situations, mais pas dans toutes. Pourquoi? Eh bien, tout d'abord, pour le fast reroute, nous devons disposer d'un chemin alternatif préconfiguré avec une bande passante suffisante. Si la panne ne concerne que ce chemin et rien d'autre, alors la convergence est rapide. Cependant, du point de vue du service, les défaillances peuvent concerner les nœuds Customer Edge ou Provider Edge eux-mêmes, et la convergence de bout en bout peut nécessiter des protocoles tels que VRRP ou une convergence au niveau du protocole de routage IP tel que OSPF. Et cette convergence est loin d'atteindre les 50 millisecondes. Et si nous parlons de BGP, vous devez savoir que BGP ne fournit pas les meilleurs temps de convergence. N'oubliez pas que d'autres protocoles tels que LAG ou ERP peuvent également atteindre un temps de convergence de 50 millisecondes. Donc ce n'est pas aussi simple que cela. On ne peut pas généraliser. Il y a beaucoup de conditions et de choses à savoir. La question suivante concerne la sécurité. Si il est vrai que MPLS fournit une isolation entre différents VPN et entre ces VPN et le réseau de l'opérateur, il en va de même pour SPB. Ni MPLS ni SPB ne couvrent le cryptage. Le trafic n'est pas crypté. Dans les deux cas, on peut crypter les liens en utilisant MACsec par exemple. En ce qui concerne l'authentification, là encore, la norme MPLS ne dit rien sur l'authentification. La norme SPB non plus. Cependant, les équipements SPB sont conçus pour authentifier les utilisateurs et les appareils avant de les mapper à leur service et non pas simplement mapper une interface ou un VLAN à un service. Plus tard, nous parlerons des avantages de SPB en matière de sécurité pour les architectures de microsegmentation et de zéro trust. Et le dernier point concerne l'évolutivité. Bien sûr, MPLS peut évoluer, mais nous devons être prudents. L'évolutivité nécessite bien plus que MPLS. Encore une fois, pour des raisons supplémentaires à l'argument de la QoS, MPLS ne changera pas la taille des tables de routage ou le nombre de VRF que le matériel peut supporter. L'évolutivité dépend des protocoles, mais aussi du matériel et d'une bonne conception du réseau. Par exemple, un VPN MPLS utilise BGP. BGP nécessite un mesh complet de peering. Et pour cette raison, il n'est pas évolutif, à moins d'utiliser des routes réflecteurs. Un réseau SPB peut également évoluer jusqu'à 1000 nœuds, ce qui est suffisant pour la plupart des réseaux d'entreprise, et même pour les petits réseaux d'opérateurs. On va s'arrêter là, car je pense que vous avez compris l'idée. Mais je vois souvent ces arguments lancés dans la nature, sans plus de détails. Et c'est pour ça qu'il était important pour nous de revenir sur ces arguments-là pour comprendre un peu plus qu'il faut être plus prudent, justement, en utilisant MPLS. MPLS remonte à la fin des années 90. Donc c'était à l'origine de la commutation par label de Cisco. Il est donc intéressant de prendre du recul et de réfléchir ce à quoi ressemblait la technologie à l'époque et ce qui s'est passé ensuite. Les téléphones mobiles étaient capables d'exécuter une seule application, les appels vocaux, et ce n'est pas vrai à 100%, il y avait aussi le WAP. Mais encore une fois, c'est comme Trill, qui utilisait le WAP? Ordinateur connecté au réseau à l'aide d'un câble Ethernet au bureau et d'un câble téléphonique, à la maison ou en déplacement. Et cela nécessitait un modem qui faisait ce fameux bruit bizarre quand l'établissement de l'appel se faisait vers votre opérateur. Les serveurs étaient toujours fixes, ils ne bougeaient pas.
à moins que vous ne leur mettiez des roues dessus. Et la connectivité WAN des entreprises utilisait toujours des circuits virtuels dans une topologie en étoile. Toujours pour la plupart, l'ancien et le plus lent Frame Relay, ou le plus récent et plus rapide ATM. Mais ATM restait une technologie complexe, lente et très coûteuse. Il a été conçu pour transporter différents types de trafic, y compris la voix, et de nombreux compromis ont donc été faits. L'un d'entre elles est qu'il utilisait de petites cellules fixes de 53 octets, avec seulement 48 octets de charge utile. Et cela compliquait le transport de paquets IP de taille variable. Il y a donc eu plusieurs tentatives pour faire fonctionner IP sur ATM, mais aucune de ces tentatives n'a été couronnée de succès. Le transport du trafic niveau 2 était encore plus complexe, car l'ATM n'avait pas été conçu pour la communication par broadcast. L'émulation LAN était une technologie terriblement complexe, qui n'a jamais fonctionné. ATM était également une technologie de commutation de circuits, et pour cette raison, elle a donné lieu à des conceptions de type hub and spoke, au lieu de conceptions de type mesh peer-to-peer. Les services VPN ATM nécessitaient l'exécution de BGP sur tous les nœuds, y compris les nœuds centraux. C'était donc dans ce contexte que MPLS vient résoudre ces problèmes qu'on trouvait dans ATM. L'acheminement des services IP ou Ethernet est devenu plus simple. Les services VPN ne nécessitaient plus BGP sur les nœuds centraux. Ils étaient bien adaptés à la communication de pair à pair, peer-to-peer, et pas seulement au hub and spoke. Le Layer 3 VPN a été l'application phare de MPLS, et il a vraiment décollé. Ce fut un grand succès. Cependant, beaucoup de choses ont changé depuis que MPLS a été normalisé en 1999 par la RFC 2547. Par exemple, ce n'est que 2 ans plus tard que VMware a introduit l'hyperviseur ESX, et 2 ans encore après, ils ont lancé vCenter, et avec vMotion. La mobilité des postes de travail n'a vraiment commencé à se manifester qu'avec la norme 802.11g et les contrôleurs de réseau local sans fil, vers 2003. Avant cela, la norme 802.11b n'était pas vraiment adaptée à la mobilité des entreprises. Elle était principalement destinée à une utilisation à domicile ou dans des salles de réunion. Ce n'est qu'en 2007 que les premiers appareils mobiles intelligents ont été créés, avec l'iPhone. L'Internet des objets a vraiment décollé un peu plus tard, en 2008, lorsque nous avons atteint plus d'1 milliard de dispositifs IoT. En 2010, l'iPad est apparu, et avec lui, la mobilité s'est accélérée, et le BYOD est devenu une réalité. Les architectures Zero Trust ont également été définies pour la première fois en 2010. Et la norme SPB est arrivée 2 ans plus tard, en 2012. Et ce n'est que 5 ans après que l'IoT est devenu une réalité, et par la même occasion que les ransomware sont également devenus très efficaces, avec leur première expression, le CryptoLocker. Ainsi, la norme MPLS précède ces tendances. Cela ne veut pas dire qu'un réseau MPLS ne peut pas répondre à ces tendances, mais les implémentations SPB, telles que celles que nous avons vues sur OmniSwitch, ont été conçues dès le départ pour s'adapter aux utilisateurs, aux dispositifs, aux machines virtuelles mobiles. C'est pourquoi elles sont extrêmement bien adaptées aux architectures micro-segmentées et à la Zero Trust architecture, dans ces environnements très dynamiques où la sécurité est basée sur le périmètre est obsolète. Permettez-moi d'en dire plus à propos de SPB. SPB est intégré de manière transparente au NAC, Network Admission Control, ce qui signifie que les utilisateurs et les périphériques peuvent être authentifiés et automatiquement mis en correspondance avec le service VPN correspondant en fonction de leur identité. En d'autres termes, avec SPB et les capacités NAC intégrées au périphérique réseau, nous réalisons une macro et micro-segmentation définie par logiciel. Et c'est essentiel, car comme nous l'avons vu précédemment, avec la mobilité et l'IoT, ni les utilisateurs ni les appareils ne sont statiques. Ils sont mobiles. Ils se connectent, se déconnectent, se déplacent et se connectent à nouveau. Donc le zéro trust et la micro-segmentation ne peuvent pas être faites de manière statique. Elles doivent être dynamiques ou définies par logiciel, ou sinon cela devient complètement ingérable.
Ainsi, la combinaison de l'identité de l'utilisateur et de l'appareil, du jour ou de l'heure, de la localisation et de l'empreinte de l'appareil, le fingerprint, détermine d'une part le VPN, le service auquel cet appareil est associé. C'est la partie macro-segmentation. Mais en plus de cela, il détermine aussi un ensemble de règles de sécurité et de QoS qui seront applicables à ce dispositif. C'est la micro-segmentation. Donc, comment fonctionne exactement cette intégration transparente entre NAC et SPB? Disons que nous avons un nœud de réseau. Nous avons activé l'authentification sur tous les ports. Donc, un utilisateur arrive, il se connecte et présente un certificat comme preuve de son identité. Si c'est le premier utilisateur à se connecter sur cet appareil, le VPN utilisateur sera automatiquement instancié sur le switch grâce au plan de contrôle SPB, le control plane SPB. De même, si nous connectons une caméra qui s'authentifie grâce à son certificat, le VPN de sécurité d'accès, le VPN associé, est instancié et la caméra y est mappée. Et la même chose se produit lorsque nous connectons un capteur de température. Le VPN va être mappé sur l'équipement. La norme 802.1x utilisant des certificats est le cas le plus sûr, mais le schéma d'authentification est suffisamment souple pour s'adapter à d'autres mécanismes d'authentification et même à des règles de classification basées sur les fingerprints des appareils IoT. Et chaque fois qu'un appareil est mappé à son service VPN, il reçoit une liste de politiques de sécurité et de QoS. La même chose se produit lorsque l'appareil se déconnecte. Le service VPN est déprovisionné du switch. En résumé, avec SPB, vous pouvez facilement créer des segments virtuels définis par logiciel pour différentes communautés d'utilisateurs ou différents types d'appareils IoT et adopter une architecture zéro trust. En effet, dans SPB, comme dans MPLS, les services, les VRF, etc., ne sont définis qu'à la périphérie et non sur chaque nœud intermédiaire. En outre, SPB est intégré nativement au NAC, le Network Admission Control, de sorte que le mappage d'un utilisateur ou d'un appareil à un VPN est automatique, dynamique et basé sur l'authentification et non sur des mappages statiques de port ou de VLAN. Et tout comme le mappage d'un utilisateur ou d'un dispositif vers un VPN est dynamique, le mappage des politiques de sécurité est également dynamique et est défini par logiciel. Le fait que les services ne soient définis qu'à la périphérie et non sur les nœuds centraux simplifie considérablement le déploiement et la maintenance des services VPN par rapport à d'autres approches, telles que le VRF Lite, qui nécessite une configuration sur tous les nœuds. En outre, le plan de contrôle SPB est d'une simplicité remarquable, puisqu'il repose sur un seul protocole et non sur un empilement de protocoles. Le plan de contrôle MPLS étant plus complexe et plus lourd, il en résulte un déploiement et un dépannage plus complexe, ainsi que des exigences de formation et de certification plus longues qu'avec SPB. En effet, MPLS utilise un empilement de protocoles, et chaque protocole de cet empilement est dépendant des protocoles inférieurs. Donc nous allons comparer les plans de contrôle entre MPLS et SPB. Nous allons prendre Ethernet comme base. Dans MPLS, nous avons besoin d'un protocole de routage interne, un IGP, pour construire une topologie. Pour cela, nous pouvons choisir soit OSPF, soit ISIS. L'un des deux est suffisant, nous n'avons pas besoin des deux. Ensuite, avec les tables de routage construites par cet IGP, nous avons besoin d'un moyen d'affecter des labels au trafic. Pour cela, nous pouvons utiliser soit label distribution protocole, LDP, soit RSVPTE, soit segment routing. Mais cela ne vous donne qu'une topologie et des labels, mais vous n'avez pas encore de service VPN. Vous avez donc besoin de quelques protocoles supplémentaires. Si nous parlons d'un service niveau 2, vous avez besoin de Targeted LDP, ce qui signifie créer un full mesh de pseudo-wire, soit manuellement, soit par le biais d'un outil de management. Ou la meilleure façon, qui est basée sur BGP, qui est décrite dans le RFC 4761. Et si nous parlons de service niveau 3, alors c'est BGP que nous allons utiliser dans la RFC 4364. Maintenant, si nous comparons tout cela à SPB, SPB utilise un seul protocole, ISIS, pour tout faire.
ISIS construit la table de topologie. Il construit les services VPN niveau 2 et niveau 3. Et le même protocole est utilisé pour construire les tables de services. ISIS joue donc les rôles d'OSPF, de LDP et de BGP, tous combinés. Mais en plus de cela, l'IFAB-DAIL a ajouté une automatisation et une simplification supplémentaires, telles que le backbone SPB automatiquement configuré. Les services sont également automatiquement configurés et les utilisateurs et les périphériques sont automatiquement mappés aux services auxquels ils appartiennent, après qu'ils se soient authentifiés au réseau en utilisant 802.1x, par exemple, parce que SPB est directement intégré au NAC, le Network Admission Control. Ce faisant, les utilisateurs et les dispositifs reçoivent également un ensemble de règles et de sécurité en fonction de leur profil. Il s'agit de la macro et micro-segmentation dynamique. Donc en résumé, l'utilisation d'un seul protocole de control plane est manifestement plus simple à déployer, mais elle est également plus simple à maintenir, car il n'y a pas de dépendance ou d'interaction complexe entre protocoles à résoudre en cas de problème. En cas de changement de topologie, un seul protocole doit converger, contrairement à ce qui se passe avec un empilement de protocoles où le protocole de la couche supérieure ne peut pas converger tant que le protocole de la couche inférieure n'a lui-même pas convergé. Donc en résumé, une solution basée sur un seul protocole de control plane est nettement plus simple à apprendre, à déployer, à maintenir et à dépanner qu'une solution basée sur plusieurs protocoles empilés. En tant que norme I3E, SPB est non seulement interopérable avec la mise en œuvre de SPB d'autres fournisseurs, mais il est également rétrocompatible et interopérable avec d'autres protocoles. Ce que cela signifie, c'est que l'adoption de SPB ne nécessite pas une mise à niveau totale de tous les équipements. Au niveau de la couche 2, il interagit avec toutes les normes I3E précédentes, telles que 802.1Q, QinQ, donc QinQ ou LACP. Par conséquent, une migration SPB peut commencer au niveau des couches agrégation et cœur, tandis que la couche accès peut attendre le prochain cycle de renouvellement. Au niveau de la couche 3, le routage entrant et sortant vers les réseaux externes non SPB peut utiliser des protocoles standards tels que OSPF, ISIS ou BGP. Et ceci est également valable pour le trafic multicast qui peut interagir grâce au protocole Independent Multicast et ses différentes variantes. Protocole Independent Multicast, donc PIN, et ses différentes variantes. En résumé, SPB peut interopérer au niveau 2, au niveau 3, gérer le trafic unicast, mais aussi le trafic multicast. Et l'avantage de tout cela, c'est la protection de l'investissement. Il n'y a pas besoin d'une mise à niveau totale de tous les équipements, car la migration peut être effectuée par phase et s'aligner sur les cycles de renouvellement. Et une question que vous vous posez peut-être, SPB interagit-il avec MPLS? Eh bien, pas directement. Mais un réseau MPLS peut interopérer avec un réseau SPB en combinant ces technologies. Par exemple, les deux réseaux peuvent être interconnectés par des nœuds frontaliers qui utilisent des interfaces QinQ et exécutent un protocole de routage tel que BGP ou OSPF entre eux. C'est d'ailleurs de cette manière que certains clients ont migré de MPLS vers SPB. Une autre chose à savoir sur SPB est qu'il s'agit d'une solution couteau suisse. Couteau suisse, Swiss knife. Nous pouvons attaquer différents problèmes avec elle. Vous pouvez l'utiliser dans un environnement de campus. Et en fait, SPB a d'abord été conçu comme un remplacement de Spanning Tree. Spanning Tree est un ancien protocole conçu pour éviter les boucles. Cependant, il peut être une véritable source de maux de tête, car les erreurs ou les mauvaises configurations de Spanning Tree peuvent entraîner un effondrement complet du réseau. En outre, Spanning Tree est très inefficace et gaspille la capacité du réseau, ce qui se traduit par de mauvaises performances. SPB est venu corriger tout cela avec un protocole moderne et robuste qui rend les réseaux stables et performants. Mais il ne s'agit pas seulement du remplacement de Spanning Tree. Il ajoute la multilocation avec les VPN
niveau 2 et niveau 3. Et cela le rend idéal pour la micro-segmentation et pour l'IoT en particulier. Le deuxième domaine est celui des data centers. Vous pouvez utiliser SPB pour construire des fabriques data centers couvrant un ou plusieurs sites. Ces fabriques fournissent une connectivité any to any sur des chemins optimaux à faible latence, ce qui en fait un outil idéal pour les environnements modernes virtualisés ou de cloud privé. Le troisième domaine est le WAN. SPB propose des services VPN niveau 2 et niveau 3 qui sont similaires aux services MPLS, mais beaucoup plus simples à déployer et à exploiter. Ces services peuvent fournir des services multilocation à plusieurs sites connectés à travers le WAN. Le fait que vous puissiez aborder ces trois problèmes avec une seule solution est assez unique à SPB. Au lieu d'avoir trois différentes solutions, telles que Spanning Tree pour un campus, VXLAN pour le data center et MPLS dans le WAN, vous pouvez faire les trois cas avec le même protocole. Et cela réduit la complexité de la gestion, d'avoir plusieurs technologies qui s'empilent. Une autre raison qui permet d'utiliser une solution unique pour de multiples problèmes, c'est la prise en charge cohérente de ce protocole et des fonctions connexes dans toutes les gammes de produits requises. Si vous comparez cela avec d'autres technologies comme MPLS, mais aussi EVPN, elles ne sont pas largement supportées. Et pour cette raison, elles peuvent être une bonne solution pour le WAN ou pour le data center, peut-être aussi pour le campus, mais rarement pour les trois à la fois. Mais avec SPB, vous avez un large support à travers plusieurs gammes de produits avec le même OS et une gamme de fonctionnalités cohérentes. Donc sur des commutateurs modulaires, sur des switches modulaires à haute densité et haute capacité que vous utiliserez au niveau du cœur de l'agrégation ou même de la couche d'accès. Également sur des switches compacts qui peuvent être utilisés comme top of rack dans les data centers ou dans une architecture spine and leaf, mais vous pouvez également les utiliser comme noyau compact dans le campus. Et ces commutateurs fournissent également des performances de débit filaire de haute capacité dans une taille de switch réduite. Au niveau de la couche d'accès, les switches d'accès avancés peuvent être également utilisés comme petits cœurs, offrant des performances multi-giga et HPE, High PoE, tout en supportant une large gamme de fonctionnalités de sécurité de la couche d'accès. Et même sur les commutateurs durcis pour les environnements difficiles, avec une plage de température étendue, donc pour les EMC et les EMI, tout ce qui concerne les interférences électromagnétiques, tout en offrant à nouveau du HPE et en supportant la même gamme de fonctionnalités. Enfin, SPB est également pris en charge sur l'outil de management OmniVista pour visualiser la topologie, les chemins et pour configurer les services SPB à travers une interface graphique. La ligne de fond est que non seulement SPB est adapté à une utilisation dans le campus, le data center et le WAN, mais il est largement supporté sur toutes les gammes de produits avec un ensemble de fonctionnalités cohérentes et le même OS. Et vous ne pouvez pas en dire autant des autres technologies auxquelles SPB est parfois comparé, comme MPLS ou EVPN, car le support de ces technologies peut être limité à des familles spécifiques qui sont plus adaptées au WAN, au data center, peut-être au campus, mais encore une fois, pas pour toutes. On va s'arrêter ici. On va d'abord finir avec les quelques points essentiels à retenir de cette session. Donc SPB s'accompagne de capacités d'opérateurs qui sont similaires à celles de MPLS. Il offre la multilocation, il isole le cœur du trafic du client et il améliore l'évolutivité et le temps de convergence par rapport à d'autres solutions, comme le routage niveau 3 et les VRF. SPB est également une technologie idéale pour la mise en œuvre d'une architecture Zero Trust basée sur la microsegmentation, car elle s'intègre de manière transparente au NAC, le Network Admission Control, et aux capacités de microsegmentation définies par logiciel, de sorte que les utilisateurs ou les dispositifs peuvent être authentifiés et mappés à leur VPN en fonction de leur identité,
et que les règles de Deep Packet Inspection, DPI, sur la couche 7 du modèle OSI, peuvent leur être appliquées dynamiquement à la volée. Le troisième point est que ces capacités supplémentaires ne sont pas synonymes de complexité accrue, bien au contraire. En effet, tout cela peut être réalisé avec un seul protocole de control plane, ce qui permet un déploiement plus rapide et un dépannage plus simple. Et cette même solution est applicable au LAN, au WAN et au data center, ce qui apporte une simplification supplémentaire par rapport à l'utilisation de solutions différentes dans chacun de ces domaines. Avant de passer aux questions-réponses, je vous laisse le lien vers la page de l'événement Spacewalker Live Community Tech Days, où vous pouvez trouver de nombreuses sessions techniques et démonstrations approfondies, y compris un atelier pratique approfondi sur SPB, qui sera publié d'ici quelques semaines. Donc ne manquez pas de le consulter. Sur ce, c'est l'heure des questions-réponses. Marie-Aude, je te laisse la main. Merci beaucoup, Benjamin, pour cette présentation vraiment très intéressante et très claire. Avant qu'on passe à la partie Q&A, je te propose de rallumer nos webcams. Alors, il y a déjà quelques questions posées dans le panel. Ouais. Première question, est-ce que nos concurrents Enterprise ont du SPB sur leur software Enterprise? Est-ce que nos concurrents Enterprise ont du SPB sur leur software Enterprise? Oui, certains le font, c'est vrai. Mais j'avoue que j'ai pas plus de détails à vous fournir que ça. J'ai juste l'information que certains le font. Mais pas tous, en tout cas, ça c'est certain. Merci. Seconde question. Serait-il possible d'expliquer la différence entre SPB, MPLS et SD-WAN? SPB, MPLS, SD-WAN. Donc SPB et MPLS, nous venons de le faire durant ce webinaire. Donc globalement, c'est vraiment l'objet de cette session. Et sinon, SD-WAN, c'est quelque chose qui est un peu différent, c'est c'est une architecture de réseau où l'on va configurer les équipements déployés chez le client, mais directement depuis le cloud. Donc vraiment sans passer par un contrôleur déployé en interne. Donc en parlant de ça, nous avons aussi une offre SD-WAN. Donc le but, pour plus de détails, c'est que le SD-WAN, ça vise à remplacer effectivement les liaisons MPLS. SPB n'est pas destiné à ça. SPB, il est principalement destiné aux clients ou aux fournisseurs de services qui possèdent la fibre. Donc cela s'explique principalement par le fait que l'utilisation d'Internet pour le transport nécessite des capacités supplémentaires donc de cryptage, de pare-feu, la correction d'erreurs des paquets en temps réel notamment. Donc ces capacités sont disponibles sur les équipements qu'on déploie en SD-WAN, mais pas sur les commutateurs classiques, car ce ne sont pas vraiment ce n'est pas le même objectif. Merci. Voilà. Et j'ai une petite correction par rapport à la question précédente. Ouais. Alors, hop, je me mets dessus. Donc, c'est est-ce que nos concurrents Enterprise ont du SPB sur leur switch Enterprise? Est-ce que nos concurrents Enterprise ont du SPB sur leur... Ok, d'accord, je vois. Il me semble qu'il n'y a que Extreme Networks, mais il me semble. Et encore une fois, pas sur tous les équipements. Voilà, on revient sur le même sujet. Mais il me semble qu'il n'y a que Extreme Networks. Très bien, merci. Prochaine question. Lors de l'implémentation du MPLS, les services seront visibles dans OmniVista comme pour la vue de la topologie SPB? Lors de l'implémentation... tu peux répéter juste s'il te plaît, le début? Lors de l'implémentation du MPLS,
Les services seront visibles dans Omnivista comme pour la vue de la topologie SPB. D'accord. J'avoue que oui, il me semble que oui. Il me semble que oui. Oui, oui, c'est le cas. Complètement. Très bien, merci. Autre question, est-ce que l'IoT Containment repose exclusivement sur SPB ou du VPN? Pas du tout. L'IoT Containment, on, on peut faire du l'IoT Containment dans n'importe quel, enfin, on peut le faire dans SPB, évidemment, mais l'IoT Containment est réalisable depuis, même hors SPB, vraiment sur un réseau classique, on peut faire de l'IoT Containment sans utiliser nécessairement du SPB. Mais Il y a une petite, évidemment, c'est ouais, meilleur avec SPB, évidemment, oui. ok. Et il y a une petite correction sur cette question. Est-ce que l'IoT Containment repose exclusivement sur SPB ou sur VLAN? Sur VLAN, je suppose. Oui, Donc, VLAN. VLAN. oui, oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Euh, donc oui, ça fonctionne, il me semble, pas sur VPN, ça fonctionne sur SPP. Et oui, ça fonctionne évidemment ça fonctionne avec les VLAN, évidemment. C'est vraiment l'objectif. On va identifier cet IoT lorsqu'on va le connecter sur l'équipement. Donc il va y avoir tout ce mécanisme de fingerprint, tout ça, que je ne rentrerai pas forcément en détail durant cette session. Mais suite à cela, un VLAN va être associé justement sur ce port de manière provisoire le temps que l'IoT utilise cette interface-là, finalement. Et une fois qu'on va retirer cet IoT, eh bien, on va retirer toute cette configuration de VLAN et donc de règles de sécurité qui va avec cette micro et macro segmentation. On va tout retirer lorsque l'IoT va se déconnecter, justement pour garder toujours cet aspect de zéro trust où on ne considère aucun équipement comme étant sûr. Donc, ouais, c'est vraiment l'objectif. Une autre question, merci beaucoup. SPB est disponible sur tout OmniSwitch en AOS 8 fois. Euh, ah oui, sur les AOS 8. Euh, alors, pas tous, c'est vrai, mais beaucoup tout de même. Encore une fois, j'ai pas le détail à vous fournir maintenant, mais un grand nombre. Il me semble évidemment que sur les switches qui sont plutôt destinés au cœur, donc on va avoir naturellement les châssis modulaires, donc les 9900. On va avoir les châssis de cœur, donc les 6900. Également, comme je vous ai présenté durant cette session, le châssis durci, c'est les 68-65, et également les 68-60, certaines gammes de 68-60, mais pas directement sur tous les switches d'accès qui vont être un peu plus petits, un peu plus light en fonctionnalité. Merci pour ton retour. Donc, nous n'avons pas d'autres questions pour le moment dans le chat. N'hésitez pas, c'est le moment de poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit sur les technologies SPB et MPLS. On va attendre quelques secondes. Ok, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, c'est maintenant la fin du webinaire. Merci à tous pour les participants qui ont partagé leurs questions dans le chat. La présentation est disponible dès maintenant dans la partie handout sur GoToWebinar. As-tu un dernier mot pour conclure, Benjamin? Bah oui, merci beaucoup d'avoir été là. C'était un plaisir de vous présenter ce sujet, hein. Ça nous tient à cœur côté architecture évidemment. Donc merci beaucoup. Et puis on espère vous voir nombreux également pour notre événement Tech Days et sur Spacewalker, évidemment. Merci à tous de vous être rejoints à nous. Merci beaucoup, Benjamin, pour ce webinaire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à très bientôt. Merci beaucoup, bonne journée. Merci Bonne Mario. journée. Au revoir.